Il y a le TR qui commence déjà à circuler. Derrière, ici dans l'agglomération dakaroise, il y a le BRT qui est en train de circuler. Bon, le projet qu'on est en train de faire là, à très court terme sera d'abord du transport de marchandises. Très rapidement, nous allons commencer à réfléchir à faire du transport de masse voyageurs dans un second temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans un premier temps, on va faire du transport de marchandises. Cela dit, le problème d'interopérabilité demeure. C'est un sujet technique qui est très facilement qu'on peut arriver à résoudre. C'est l'histoire d'avoir un même pied pour prendre peut-être le TR, puis sortir, faire un trajet de BRT et autres. Bon, c'est des choses qui se jouent au niveau du ministère, c'est de la régulation. Il y a un peu de système technique à mettre en œuvre en termes de bioéthique et autres, mais d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui est capable d'être, on est en capacité de le prendre en charge, et je pense qu'il y a des réflexions qui ont déjà commencé à être menées. Le secrétaire général peut-être pourra en parler un peu plus, mais à terme, effectivement, ce sujet d'interopérabilité sera traité et pris en compte. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, concernant les sujets liés aux ressources humaines, en fait, c'est des sujets de formation qui sont revenus plusieurs fois. Ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, au sein des chemins de fer du Sénégal, il y avait un centre de formation au métier du ferroviaire qui existait, qui marchait très bien et qui a formé beaucoup de personnes il y en a même qui sont arrivés au chemin de fer sans diplôme, qui ont été formés en interne et qui sont sortis des chemins de fer à la retraite en étant cadre supérieur et qui étaient très très compétents. Donc là, on est dans une stratégie de revitalisation et de réhabilitation. On a en perspective de remettre en service ce centre de formation, de trouver des formateurs et de former au métier du ferroviaire. Là, par contre, sur ce premier projet, heureusement, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a quand même un vivier de Sénégalais expatriés à l'étranger, des ingénieurs très bien formés, qui travaillent à la SNCF et autres, etc. Et c'est avec ces gens-là qu'aujourd'hui qu'on est en train de piloter le projet. Le directeur de projet, moi-même, on a été formé à l'étranger, mais ce n'est pas une stratégie viable à long terme. On ne peut pas compter que sur ça, et à moyen terme, le centre de formation qu'on a à l'intérieur du chemin de fer du Sénégal, on compte le réhabiliter et remettre en place cette formation. Parce que de toute façon, très rapidement, quand on va arriver à la production, il faudra des agents de voie pour faire la maintenance, des agents pour faire la sécurité ferroviaire et autres. Donc, nécessairement, inéluctablement, on ne peut pas continuer à compter sur un vivier d'ingénieurs, de techniciens établis à l'étranger. Il faudra qu'on s'y mette et on commence sérieusement à y réfléchir. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus pour l'instant. Bon, en termes alors, on parle du cadre de financement. Oui, ce que je peux dire là-dessus, effectivement, on est dans un contexte international où la mobilisation des ressources est très difficile globalement. Maintenant, si on parle du cas spécifique du Sénégal, je pense que la signature du Sénégal, il faut encore quelque chose, beaucoup même. Voilà, on a pas mal de bailleurs qui nous sollicitent pour monter un projet financier. La difficulté, enfin ce n'est pas une difficulté, c'est un choix. On essaie de monter ce projet sous une forme de partenariat public-privé ou en BOT, pour essayer d'alléger un peu le poids de la dette et ne pas systématiquement endetter l'État sénégalais. C'est pour ça qu'on prend du temps pour bien regarder les projets et faire une structuration financière optimale qui ne pèse pas sur le budget de l'État. Mais bon, c'est pas des bailleurs qui manquent, malgré le contexte très difficile. Moi, tous les jours, je reçois des gens, mais on prend le temps, en tout cas, de voir la structuration la plus efficiente avant de se lancer sur ces projets. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Bon, après, pour les
il y a une question sur les pôles de développement. Effectivement, aujourd'hui, dans la stratégie à moyen terme, quand on regarde, on voit que le développement du réseau vers l'Est et vers le Nord, donc c'est des choses qui sont en train d'être prises en compte. Et je pense qu'à moyen terme, il y avait déjà eu une étude d'ailleurs pour une ligne qui va dans le sud. C'est des choses qu'on va apprécier. En fait, il y a une stratégie à court terme. Le court terme, c'est d'aller à Tamba et ensuite d'aller à Kidira. Ça, on est déjà lancé dessus. Tout à l'heure, il y avait M. Dia qui parlait des problématiques qu'ils avaient au port, etc. Il y a de grosses problématiques et de grosses contraintes qu'il faut résoudre très rapidement parce que sinon, ça va être très très problématique. Donc ça, c'est le court terme. Maintenant, à moyen et long terme, effectivement, on va commencer à regarder pour se déployer dans l'Est, pour aller chercher des mines dans le Nord, et puis à moyen terme aussi, aller dans le Sud. C'est des choses qui sont dans le schéma et qu'on est en train d'étudier. Il y a des mises à jour d'études qui ont été faites, qui sont en cours. Et à horizon 2035, quand on parle de maillage complet du territoire, c'est tout le territoire, et le Sud, les pôles de développement du Sud vont être pris en compte là-dessus. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Bon, il y avait un sujet aussi sur les populations qui se sont installées. Effectivement, ça c'est une grosse contrainte problématique à laquelle on est confronté tous les jours, c'est le problème de libération des emprises. Maintenant, moi en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu me présenter des papiers clairs comme quoi ils sont en possession de l'habitat dans lequel ils sont, malgré qu'ils sont dans les emprises ferroviaires. Maintenant, ça reste quand même des Sénégalais. Voilà, il faut qu'on trouve une solution de manière intelligente. Mais bon, voilà, si je prends l'exemple de Touba, entre Mbacké et Touba, pour parler des cantines, on avait énormément de cantines, de trucs et autres, il y en a qui étaient même sur la voie, des gares, etc. Donc avec la diligence des autorités administratives, on a quand même pu, avec moyennant discussion, échange, etc., réussir en termes très courts à libérer les emprises et permettre une circulation. Je le dis souvent, l'exploitation ferroviaire, ça répond à un certain nombre de critères qui sont de sécurité d'exploitation. 15 mètres de part et d'autre d'une voie ferrée, on ne peut pas y habiter parce que sinon, si demain on ne souhaite pas, si on train des rails, ça rentre dans les maisons. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument à éviter. Sinon, ça va nous contraindre en termes d'exploitation parce qu'on sera obligé de faire des limitations de vitesse. Je rentre un peu dans le détail, mais c'est des choses qu'on ne souhaite pas. Et les libérations d'emprise, elles se feront. Moi, je prends l'exemple du TER. Je pense que le secrétaire général, il était là quand on a fait les libérations d'emprise sur le TER. Je pense que c'était beaucoup plus complexe parce qu'on traversait des zones très très denses. Et l'État, il est arrivé. Donc voilà, ça ne peut pas constituer. Ce qui est important, c'est d'avoir une réelle volonté politique de déploiement et de maillage du territoire. Après, des solutions seront trouvées pour ceux qui sont dans les emprises. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, il y avait une question aussi. Oui, quelques minutes pour les. Ouais, bon, je te laisse. Je pense que peut-être il faut juste faire la différence entre CFS que nous gérons, ça c'est l'entreprise Société nationale des chemins de fer, qui a le monopole du patrimoine. On construit, on gère, on exploite. C'est comme l'autoroute et les usagers et les véhicules. Donc les opérateurs vont utiliser le locomotive pour emprunter nos voies. Donc nous allons payer, ils vont payer effectivement des redevances de péage. C'est combien? Tout dépendra maintenant de l'État qui va réguler. C'est la raison pour laquelle le ministère des Infrastructures a mis en place les usagers et les gestionnaires de réguler. M. Doy n'aura pas le droit de dire, bon, moi je fixe à tel prix. Oui, il peut fixer son prix de rentabilité, de retour d'investissement, mais si l'État maintenant veut
prendre en charge les usagers et les politiques qu'on est en train de faire. On a commencé d'abord à changer le schéma institutionnel, société de patrimoine, opérateur et régulateur. Moi, peut-être j'ai eu l'avantage d'être au niveau du ministère avant et de formuler cette politique. Maintenant, je n'avais pas à l'époque un esprit partisan. Maintenant, je suis obligé de défendre les intérêts pour Dakar, Tamba, Dakar, Kidira, d'aller à Touba, pour relancer, faire accepter les projets aux populations et organiser un forum, trouver des financements et des mécanismes pour développer maintenant le chemin de fer vers le nord et vers le sud. Juste, je termine aussi pour la formation. Je pense que la formation, CFS, comme c'est une entreprise qui a intérêt toujours à former les agents qui l'utilisent. Et d'où que tu viens d'une université ou bien tu viens d'une école de formation, tu as un diplôme d'ingénieur, tu as un diplôme de, comment dirais-je, transport logistique. CFS est tenu de recycler en fonction de ses machines, en fonction de ses techniques, en fonction de ses plans de circulation de marchandises. Et c'est ça qui justifie, en premier lieu, le sens de formation. Mais dans la stratégie globale, par contre, effectivement, il y a une orientation vers la mise en place d'une grande école de formation des ingénieurs, comme il dit, parce qu'il faut relever le personnel. Maintenant, quel sera le rôle de CFS dans cette grande école de formation? Est-ce que c'est au centre de formation qu'il faudra le faire? Est-ce que c'est les universitaires et des trucs qui vont aussi, en coopération avec CFS, faire cet institut de formation supérieure? Ça, c'est le projet qui va vraiment le définir. En tout cas, ce sera un point aussi à discuter dans le forum. Je termine aussi avec le développement durable. C'est les mécanismes de financement qui sont pris en charge, qui sont pris en compte. Nous avons dit ici que les projets ferroviaires coûtent très cher. Ils ne sont pas rentables du point de vue financier, mais du point de vue économique. Je pense que la rentabilité n'est plus à démontrer. Et pour aller vite et alléger vraiment le budget de l'État, on est obligé de faire recours à ce type de financement qui est à partir du financement du développement durable. Donc c'est des mécanismes qu'on intègre parfaitement dans le processus de mobilisation. Et même les partenaires, aujourd'hui, s'il arrivait que M. Ndoye veuille, par exemple, financer la ligne sur Dakar Bamako, sur Dakar, Tamba, Ziguinchor, dans l'appel d'offres international, on va favoriser effectivement les financiers et les constructeurs qui vont nous proposer des mécanismes allégeants sur du point de vue financier qui vont utiliser le cadre de financement et de développement durable. Donc ça, vraiment, nous sommes en plein dedans. Et j'ai oublié aussi la question sur la libération des emprises. Ce qu'il dit, c'est bien vrai. Mais d'abord, le sens même de la politique ferroviaire, le sens même de la stratégie de revitalisation, c'est d'empêcher la surévaluation des coûts de construction à l'avenir. C'est parce que tout simplement nous sommes restés pendant longtemps, on n'a rien fait. C'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose parce qu'on n'a pas eu de vision, on n'a pas eu de projet. On est resté longtemps, il n'y a pas d'investissement, effectivement, les populations ont occupé. Aujourd'hui, je donne souvent l'exemple de l'autoroute Dakar de Thiès-Saint-Louis. Et Thiès-Saint-Louis, en 1975, ne coûtait que 10 milliards. Le gouvernement du PS l'avait projeté et avait des difficultés et a hésité, est-ce qu'il faut financer ou pas 10 milliards. À l'époque, même si il existait une bonne politique qui réservait, ne serait-ce que les emprises, aujourd'hui, ça ne coûterait pas ce prix-là. C'est là la quintessence et l'intérêt de faire une vision, de dégager une politique. Si nous devons faire une route, on doit
recouvrer notre souveraineté en matière de politique ferroviaire. Et ça donne ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons à Touba avec du train, des trains. Très bientôt, nous irons à Tambacounda avec des trains. Ça, c'est le fruit d'une volonté politique affirmée et marquée. Je me souviens, en 2007, la gare ferroviaire de Dakar a été retournée à d'autres projets. Projets artistiques, projets de musée, c'est bien. Mais aujourd'hui, en plus de cela, la gare de Dakar, emblématique patrimoine de l'UNESCO, est revenue comme cœur du système de circulation ferroviaire. Ça, c'est une volonté politique marquée. Et nous allons continuer de ce pas-là. Parce que notre perspective, c'est quoi? C'est remettre les rails au centre des transports terrestres. Remettre les rails au centre des systèmes de transport. Quand je le dis, ce n'est pas simplement pour une perspective de désenclavement interne, c'est important, avec toutes ces villes qui vont bénéficier du développement ferroviaire, mais je le dis aussi au titre de désenclavement externe. Je le répète, le Sénégal doit se désenclaver vers l'extérieur, vers l'Afrique. Et ce projet de chemin de fer, c'est ça la vertu du forum vers lequel nous allons. C'est de trouver des mécanismes de financement opérants, des financements optimisés pour rendre le chemin de fer accessible partout sur le territoire africain. L'Union africaine, sous la coupole de laquelle nous travaillons, a une perspective de chemin de fer qui fait joindre les deux bouts de l'Afrique, Dakar à Djibouti, en standard, en passant, et c'est ça le désenclavement, en passant par Bamako, en passant par Niamey, avec une jonction sur Ouagadougou, en allant jusqu'à Niamey-là, pour aboutir après à Khartoum et aller sur la côte à Djibouti. C'est ça la perspective africaine. C'est ça la perspective d'intégration africaine, d'intégration économique, mais surtout d'intégration des peuples africains. Tous les participants, mais très chaleureusement, j'observe que nous sommes restés jusqu'à la fin des travaux. Ça veut dire leur importance, ça veut dire l'intérêt qu'on leur accorde. Et je voudrais de ce point de vue féliciter tous les participants. Monsieur le modérateur, j'ai noté que le chemin de fer est une question de transport ferroviaire, de transport terrestre. C'est une question éminemment économique. Mais j'ai aussi eu le plaisir de noter que c'est une question historique, c'est une question culturelle, j'allais même dire que c'est une question humaine, tant cela suscite les émotions. De ce point de vue, j'aimerais vraiment remercier les artistes ici présents. Monsieur Pape, qui était là, Monsieur Kassé, éminent artiste sénégalais, dont nous nous réjouissons de la présence et de la présentation qui a été faite relativement au futur musée des chemins de fer du Sénégal. Les chemins de fer, je crois, il n'y a rien de plus culturel, il n'y a rien de plus historique, il n'y a rien de plus social, il n'y a rien de plus économique. C'est pourquoi l'État du Sénégal a décidé de remettre en scène le chemin de fer. Quelqu'un l'a dit en parlant de diagnostic. Nous sommes restés bien longtemps sans investir dans les chemins de fer. Nous sommes restés longtemps sans que le chemin de fer, que les trains ne circulent. Vous aurez constaté que depuis 2016, l'État du Sénégal a pris en charge le développement du chemin de fer. D'abord, quelqu'un l'a dit, en cassant la concession qui existait avec Transrail à l'époque. C'était une décision forte, une décision stratégique, une décision politique majeure de rompre la concession pour recouvrer notre